va rester donc dans les ultrasons, et cette fois avec la société SDT Ultrasound. Ultrasound, Ultrasound Solution. voilà, c'est ça. C'est Pour nous très très joli en parler anglais. voilà, d'une application bien dans l'air du temps, aussi dans l'ère de la maintenance 4.0, sur comment rendre la lubrification plus intelligente, graisser au bon moment et là où il faut. Donc, donc lubrification intelligente, un pilier fondamental donc, de la stratégie de maintenance. Je laisse la parole donc à Benoît Degrève, chef des ventes, c'est C'est ça? bien ça, oui. Directeur commercial France. Directeur commercial France. Très bien, merci Olivier. Merci à tous d'être venus en nombre. Euh, donc voilà, aujourd'hui, je me présente, Benoît. Je travaille pour SDT depuis maintenant 7 ans. Et SDT, on est spécialisé dans la fabrication d'appareils de mesure à ultrasons. Je ne sais pas si l'ultrason vous parle un petit peu. Vous avez déjà entendu parler ou un petit peu? Bon, parfait. Et aujourd'hui, mon sujet, ben voilà un petit peu ce que j'ai prévu dans l'agenda. Introduction sur la société, ça va être le plus court, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Euh, une introduction théorique aux ultrasons, c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière la technologie pour pouvoir bien connaître aussi les limites, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire avec un seul outil. Expliquer les raisons pour lesquelles aujourd'hui la lubrification de machines est problématique. Il y a un souci, si on a beaucoup de défaillances machines, c'est souvent dû à la lubrification. On va essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, parler de la solution. Donc là, on est plutôt sur les problèmes et le contexte est ici sur une solution. Et puis, terminer par un exemple. J'espère que ce programme vous... Alors, rapidement, la société donc SDT, on est une société belge. Vous l'entendez peut-être à mon accent. On a eu 45 ans l'année dernière. C'est une société familiale. Alors, vous voyez ici mon grand-père avec le premier détecteur à ultrasons qui est arrivé dans un contexte économique difficile. Il y a 45 ans, c'était la crise pétrolière et les gens cherchaient à faire des économies d'énergie, donc de la chasse aux fuites. Et pour faire de la chasse aux fuites, on utilise l'ultrason également. Euh, Actuellement, ben, c'est mon père et son partenaire canadien qui s'occupent des activités d'SDT. Et la mission d'SDT, c'est d'offrir des solutions simples aux techniciens de maintenance pour faire d'une part des économies d'énergie et d'autre part améliorer la santé de l'outil en implémentant un petit peu de la maintenance préventive. J'insiste très fort sur le côté simple. Avec le temps, on a développé des technologies de plus en plus complexes et difficiles à prendre en main, qui nécessitent beaucoup de formation. Et on a laissé des gens sur le côté, du coup, qui avaient moins de compétences et moins de temps pour se former. Donc nous, en fait, notre objectif, c'est de pouvoir se réadresser à tout le monde. Aussi bien des gens qui ont moins de connaissances et moins de temps pour se former qu'à des personnes qui ont des connaissances plus approfondies pour faire de l'analyse. Alors, des références, il y en a beaucoup, c'est riche et varié, c'est pas propre à SDT, c'est parce que la technologie ultrason peut aussi bien tantôt travailler sur de la recherche de fuite que sur de l'écoute de roulement, de l'optimisation de lubrification, recherche de défectuosité électrique, et j'en passe. Donc c'est pour cette raison que vous voyez ici, il y a beaucoup d'acteurs différents qui viennent de milieux différents, mais ils partagent tous une ou plusieurs applications en commun. L'ultrason. Alors, pourquoi on utilise l'ultrason dans le contexte de la maintenance préventive? Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette courbe, qui est la PF curve, qui représente en fait sur une durée de temps, du design de la machine jusqu'au moment où on l'installe, qu'est-ce qui va se passer en fait jusqu'au moment où elle va s'arrêter. S'arrêter parce qu'elle est défaillante. On peut faire ici, dans cette zone-là, de la maintenance proactive. La maintenance proactive, c'est vraiment essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas qu'elle rentre en mode de défaillance. Et bien souvent, on va faire de l'alignement laser ou de l'optimisation de graissage. Une fois qu'on va rencontrer un stade précoce de défaut, ben la première chose que va faire la machine, c'est qu'elle va commencer à faire du bruit dans le domaine ultrasonore. C'est de la haute fréquence. Si on ne voit pas ce paramètre-là et qu'on ne le traite pas, arrivera ensuite une vibration physique. Et c'est pour ça qu'actuellement, c'est très à la mode, depuis beaucoup d'années, on fait de l'analyse vibratoire. Si on ne traite pas cette vibration, à la longue, on va l'entendre à l'oreille. Et là, on a beaucoup de techniciens, de mécaniciens qui font du tournevis. Ils disent, ah ben moi, j'écoute les machines. Alors, ça peut paraître archaïque, mais moi, j'aime beaucoup cette approche. C'est simple, rapide et intuitif. Et surtout, ça prouve que le technicien, il s'intéresse un petit peu à son outil. Donc, c'est pas mal du tout. Si on ne traite pas le son, ça chauffe et puis ça casse.
Donc faire du suivi de machines en caméra thermique, par exemple, ce n'est pas une très bonne idée. Parce qu'on voit le problème quand il est déjà très grave et on a très peu de temps pour réagir. Cette courbe, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, hein, vous la tapez dans Google et vous la retrouverez. Et donc vous voyez ici, dans le contexte qu'est la maintenance, vous voyez que l'ultrason il se situe juste là. Stade précoce de défaut. Alors d'un point de vue plutôt fréquentiel, donc l'ultrason, ce sont des sons qu'on n'entend pas dans le domaine audible. Donc vous voyez ici l'oreille humaine, en fait, donc le capteur naturel qu'on a, hein, qui nous a été donné à la naissance, nous permet d'entendre des sons compris entre 50 Hz et 20 kHz. Un capteur ultrasonore, à savoir le nôtre, il travaille à 38,8 kHz. Alors ça permet plusieurs choses. Ça permet tout d'abord de s'isoler du bruit ambiant de l'usine et de ne pas être pollué par le bruit de la production. Et deuxièmement, ça permet de faciliter aussi l'analyse. Vous savez, quand on fait de l'analyse vibratoire, on collecte une gamme de fréquences assez large, et puis on fait une analyse pour savoir quelle fréquence on retrouve et à quel élément tournant ça correspond. Ici, en ultrason, on a une fenêtre de mesure très petite, très fine, donc ce qui facilite un petit peu l'analyse. Alors finalement, qu'est-ce qui crée des ultrasons? Il y a plusieurs phénomènes. Il y a les phénomènes de friction, comme ceci. Il y a les phénomènes de choc et d'impact. Et puis il y a finalement des phénomènes de turbulence. Alors aujourd'hui, le phénomène que je vais traiter, donc à savoir le sujet de la lubrification, c'est la friction. Donc, quand on graisse, on espère diminuer le coefficient de frottement. Et également de l'impact. Si j'ai un roulement qui est défectueux, j'ai de l'impact à l'intérieur, ça fait du choc et donc de l'ultrason. Alors, j'ai ici un appareil. La particularité de la technologie ultrason, comme je vous l'ai dit, on veut faire un appareil de mesure pour ceux qui ont des capacités d'analyse et de la formation nécessaires pour pouvoir interpréter des choses, mais pour les personnes qui aiment bien ce côté un peu plus intuitif, comme les mécaniciens, on a toujours le côté écoute. Et donc, en fait, ce qu'on s'amuse à faire chez SDT, c'est qu'on va prendre des hautes fréquences qu'on n'entend pas à l'oreille et on va les ramener dans l'audible. Donc, si vous voulez, on améliore un petit peu l'essence naturelle de nos oreilles. Le son que vous entendez ici, en fait, ça vient du capteur. Alors, pour vous montrer un petit peu ce qu'est l'ultrason, donc friction-impact, vous voyez ici, je touche ma chaise, ça excite mon capteur, qui est mesuré par l'appareil, et qui est retransmis en live dans un casque d'écoute. Ça, c'est de la friction. Si je veux vous montrer des impacts, je peux utiliser ma montre, et j'entends ce qui se passe dedans. Friction-impact, c'est typiquement ce qu'on vient chercher sur de la machine tournante. C'est ce qui crée des arrêts machines, c'est ce qui va venir fatiguer ma machine finalement. Donc voilà, des frictions, des impacts et des turbulences, on le trouve dans 8 applications différentes qui sont ici, qui peuvent être couvertes par un seul même appareil, il suffit juste de changer le type de capteur. Donc l'ultrason, c'est un petit peu, si on veut, le couteau suisse de la maintenance. Alors, c'est pas suisse, c'est belge, comme je vous l'ai dit au début. Voilà. Et donc vous êtes un petit peu dans un secteur papeterie, vous n'êtes pas vraiment en papeterie, mais ce sont des machines qui s'y apparentent. Donc vous devez avoir du graissage, vous devez avoir du roulement, de l'air comprimé, ouais. De la vapeur, je sais pas, aussi la vapeur. Je crois que c'est à peu près tout, oui, des vannes. Et en fait, les phénomènes de frottement, je le retrouve ici, je le retrouve là, je le retrouve dans les fuites. Il y a un frottement qui est généré quand j'ai une fuite. Et je le retrouve également dans mes purgeurs vapeur, lorsqu'ils déchargent les condensats. Et le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est vraiment le graissage. Alors, les problématiques de graissage cassent les moteurs. Si vous assistez aux présentations de SKF, Timken, FAG, n'importe lequel, ils vous diront tous la même chose. Savoir que 50% des roulements sont prématurément remplacés à cause d'un problème de graissage. Ce problème de graissage peut être de plusieurs types. Il peut être sous-graissage, il peut être sur-graissage ou mauvaise graisse employée. Finalement, on apprend de ces études que 10% seulement des roulements atteignent la durée de vie initiale, ce qui n'est pas un très bon score. Et c'est pour cette raison qu'avec le temps, on a développé des appareils de vibration, par exemple des collecteurs de données vibratoires, pour finalement déceler ces anomalies.
Mais si on réfléchit un petit peu plus loin, on se dit, bon, ben, en faisant de l'analyse vibratoire, je fais de l'observation, donc j'ai aucune action sur ma machine. Et en fait, je suis juste là pour observer un problème sans le traiter à la racine, quoi. Donc on est en droit de se dire, bah, tiens, si je solutionne les problèmes de graissage, je solutionnerai aussi près de 90% de défauts machine. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire ici ce matin. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent un petit peu ces chiffres qui ne sont pas très bons. Et ici, je vais vous montrer quelques éléments de réponse. Donc SDT, on est une société internationale, on est dans 64 pays, et alors on aime bien collecter un petit peu toutes les images, les choses un petit peu originales qui viennent sur les 5 continents, et on essaye de tout concentrer ici. Et donc ici, je vais partager avec vous quelques images qui ne sont pas très rigolotes, mais voilà. Alors ici, on a par exemple une société jugée sérieuse avec un plan de maintenance, même avec un plan de graissage. Vous voyez qu'ils font même du suivi de machine en ultrason, hein, donc pour faire avoir des courbes de tendance et voir l'évolution d'un phénomène. Donc cette pompe, par exemple, ici, elle est suivie, je crois que c'est une fois tous les 2 mois, ils vont faire une mesure en ultrason. Et ils disent, ah bah oui, effectivement, on voit que le niveau ultrasonore augmente, change, et puis elle vibre, etc. Elle n'est pas en très bonne santé, mais si vous regardez bien, ça c'est la graisse qu'ils viennent mettre dedans. Donc on a une machine qu'on suit avec des capteurs, mais à la base, on vient mettre n'importe quoi dedans. Et donc finalement, j'ai 1, 2, 3 personnes qui sont payées toute l'année pour observer les dégâts que fait le graisseur. Et pourquoi le graisseur fait ça? Parce qu'il ne mesure pas bien le problème du graissage. Un autre exemple rigolo, j'ai ici un embout de pompe à graisse. Le technicien graisseur fume une cigarette, il pose sa pompe et puis il repart avec. Premier point de graissage suivant, il branche sa pompe à graisse et en graissant, il vient injecter toutes les impuretés qui sont dedans. Il faut savoir que quand on a un roulement qui est bien agressé, on a à peu près un film de 3 microns entre les éléments roulants, la graisse, bague intérieure, bague extérieure. Donc c'est très petit. Un grain de sable fait en moyenne 60 microns. Donc quand vous injectez même une poussière ou un grain de sable dans un roulement, il rentre dedans et ça fait d'énormes dégâts à long terme. Ici, c'est encore plus spécial. Ici, ils avaient un beau plan de graissage. Savoir, je ne sais plus exactement, mais le plan de graissage disait, voilà, les moteurs sont graissés toutes les 2 semaines. Et ce, depuis 1 an. Date à laquelle ils ont mis ce nouveau moteur en service, avec une nouvelle peinture. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Le nipple de graissage a encore une couche de peinture bien nette. Alors que, soi-disant, ce moteur était graissé toutes les 2 semaines. Donc, est-ce qu'il est réellement graissé? J'ai un grand doute. Et pourtant, le plan de graissage dit oui, oui, oui. Il y a une petite case avec dit voilà, le graisseur dit oui, oui, je passe toutes les 2 semaines. Ce qui n'est pas vrai du tout. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que le plan de graissage il prouve finalement? C'est quoi l'information qu'on en retire? C'est que le graisseur il a un bic et il sait mettre des cases. Ça prouve rien de plus. Et ces gens-là ont énormément de problèmes de fiabilité machine. Gros réducteur. Les roulements tiennent 3 mois. Et quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'ils n'ont plus de nip de graissage. Ils viennent mettre un boulon. Et puis pour graisser, ils retirent le boulon. Et puis toute la poussière tombe dedans. Et les roulements ne tiennent pas plus de 3 mois. D'autres exemples en carrière ici, hein, on a parfois des lignes de graissage déportées, comme ici. Et si le graisseur n'est pas méticuleux ou regardant, bien souvent il va mettre sa pompe à graisse. Et en injectant la graisse, il va venir mettre toutes les impuretés dans le roulement. Et même chose, on peut avoir des roulements à haute criticité qui ne tiennent pas très longtemps. L'idée géniale du siècle, les graisseurs automatiques. Ah c'est bien, comme ça je ne dois plus aller sur ma machine. Ah oui, mais si ta machine s'arrête, le graisseur il ne le sait pas spécialement et il continue. Un bel exemple ici. Les graisseurs automatiques, j'aime pas du tout ça, parce qu'en plus, ça rend les gens un petit peu paresseux. Ils restent dans le bureau et ils ne voient plus les machines. Et bien souvent, avec une simple inspection visuelle, on peut vite se rendre compte de beaucoup de défauts. Si on met un graisseur, ça veut dire qu'on ne va plus voir la machine, et c'est un petit peu dommage. Petite vidéo ici. Là, on est dans le secteur métallurgique. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de la graisse partout, 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 partout. Ce qui crée aussi des problèmes de process, parce que la bande de métal, elle glisse, et elle est plus propre. Ah, ici, j'ai coupé le son parce que ça fait beaucoup de bruit, mais ici, en fait, ils ont décidé de ne même plus graisser. On refroidit. Et comment on refroidit? On crée une fuite d'air. Et si on fait le calcul du coût de cette fuite d'air à l'année, c'est à peu près 4 000 €. Donc on part sur un problème de roulement, on se dit on ne le graisse plus,
mais on va le refroidir. Donc on travaille sur plusieurs conséquences du problème. Est-ce que c'est judicieux? Non, pas du tout. Alors ce qui m'amène à vous poser cette question, quand vous voyez tout ça, vous diriez qu'une stratégie de lubrification, c'est important à combien de pourcents, ou est-ce que c'est très important ou pas beaucoup important selon vous? Dans un plan de maintenance, dans une stratégie de maintenance? Vous êtes convaincu que c'est la lubrification qui fait tout, que c'est le b.a.-ba? Vous aussi? Et pourtant, ben, si je vous pose la question, qui est graisseur ici? Personne. D'accord. Vous suivez les graisseurs. Ouais. Ça prouve pas grand-chose. Ouais. Ouais. Est-ce que le travail a été réellement fait? Ouais. Oui, il y a un problème de micro. Ah oui, oui. Oui, je peux vous passer le micro. Ouais. Oui, en fait, si on parle pas dans le micro, il n'y a pas le son dans la vidéo. Voilà, et une autre question un petit peu provocante, c'est qui rêve que son fils soit graisseur plus tard? Personne? Votre fille? Ce qui est marrant, hein, parce qu'on est aussi On tout... aimerait avoir des femmes en maintenance. Ouais. Ce qui est marrant et qui nous fait sourire, parce qu'on vient de dire juste avant que c'est le pilier fondamental de toute stratégie de maintenance. Donc c'est quand même la clé de voûte, c'est la chose la plus importante, mais personne ne veut le faire. Et pourquoi? Ben, on s'imagine un graisseur avec de la graisse jusqu'au-dessus de la tête. C'est un métier sale, hein, on va graisser. Bah non. Et c'est à cause de ça que les machines ne vont pas bien aujourd'hui. Le roulement, la fabrication des roulements a beaucoup évolué dans le temps, ce qui fait qu'en fait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les capteurs intelligents par rapport aux graisseurs sont déjà en place, enfin, etc. Donc, à mon avis, il s'agit d'un problème de conception pour éviter effectivement qu'on mette en place des systèmes de graissage, quoi. Oui, mais bien sûr. Ouais. Je dirais qu'effectivement, les graisseurs automatiques, ben, il en faut quand même parce qu'il y a parfois des risques de sécurité, il y a parfois des accès difficiles, parfois la machine n'est pas bien designée, et donc ben, parfois on ne peut pas passer à côté. Mais quand on peut, en tout cas, avoir un bon graissage manuel et venir observer ce qu'on fait, consigner les informations, les quantités de graisse, etc., ben, ça permet d'avoir une vue un petit peu plus objective sur le boulot finalement réalisé sur le terrain. Là où aujourd'hui, ben, on sait qu'on a un plan de graissage, on sait qu'on a mis dans le plan de graissage, ce sera 10 grammes toutes les 2 semaines, et puis on envoie le graisseur. Mais qui vous dit qu'il n'en met pas 15? Et qui vous dit qu'il n'en met pas du tout? Et on n'en sait rien. Et du coup, c'est très difficile de comprendre la cause racine d'un problème de roulement ou d'une casse de machine, parce qu'on n'a aucune emprise sur ce que fait le graisseur. Donc voilà, les problèmes de graissage aujourd'hui, c'est surtout un problème humain. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, ben, on a inventé ça pour faciliter l'organisation du travail, pour nous conforter dans des petites habitudes. Ah bah ouais, tous les lundis, je pars avec ma pompe à graisse et je fous 2 grammes de graisse sur tous les roulements. Et je ne sais pas si les machines elles se sont arrêtées le week-end. Je ne sais pas si les conditions environnementales elles ont changé, parce que s'il fait plus chaud, ben, ma graisse elle réagit différemment. Je ne sais rien. Je ne sais pas si la charge de ma machine a augmenté, etc. Et donc, pour nous faciliter la tâche, ben, on a inventé ça. Ça s'appelle le graissage périodique. Et là aussi, on a de très belles aberrations, comme par exemple celle-ci. Sur un moteur, on vient vous dire qu'il faut venir toutes les 3068 heures. Alors 3068 heures, c'est avant la pause déjeuner, c'est pas après, c'est 68, c'est très précis. Et le graisseur doit venir avec 32,7 grammes de graisse. Alors demandez à un graisseur de mettre 32,7 grammes de graisse. Si vous l'avez, gardez-le, parce qu'il est doué. Moi, le seul ami que j'avais qui était balèze avec une balance, il est maintenant en prison, malheureusement. Alors, un exemple des dégâts que peut faire le graissage périodique. 2 pompes, l'une à côté de l'autre. Jusque-là, tout va bien. Graisseur automatique, ah, comme ça, j'y vais plus, pas de souci. Et on va paramétrer le graissage automatique sur base de la donnée fabricant. Allez, c'est parti. Seulement, le fabricant, il ne sait pas comment elle tourne la pompe. Il ne sait pas la charge, il ne sait pas la vitesse, il ne sait rien du tout. Donc, il donne une indication. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, à un moment, on vient sur un roulement.
On pose un capteur, on écoute ceci. C'est le bruit du roulement, ça. Et puis on se dit, mon roulement ici, il a un peu de choc, un peu de friction, c'est pas terrible ça. Alors du coup, on se dit, bon, on va la consigner, on va l'ouvrir, et quand on l'ouvre, on voit ça. Et on se dit, ah bah ouais, là, il n'y a aucun doute, le graisseur, il est passé. Et le graisseur automatique, il fonctionne bien. Peut-être un petit peu trop. Donc qu'est-ce qui se passe quand on règle mal les choses, quand on n'a pas une approche scientifique du graissage? Eh bien souvent, on tombe dans la culture et on fait les choses comme on le sent. Souvent, les graisseurs, ils vous disent, je le graisse parce que je le sens, il en a besoin. Ouais, mais ça, on voit les dégâts. Hein. Donc sur des moteurs, ça peut être catastrophique parce qu'on graisse trop les moteurs. À un moment, la graisse, elle doit partir quelque part, elle tombe dans le stator et puis tout est grillé, c'est foutu. Un autre exemple ici, et là on voit qu'il a un petit peu chauffé aussi. Donc là, certes, mon roulement est pété, mais je peux aussi changer le moteur. Alors, concrètement, il y a 4 cas de figure qu'on peut avoir quand on graisse une machine. En voilà un. Je vous le fais écouter, et puis vous avez le signal ici en même temps. Comment décririez-vous ce que vous venez d'entendre? C'est ça, ouais. Voilà. Donc on a un bruit, une friction importante au début, apport en lubrifiant, on voit ici le coup de pompe, et puis après, ça ronronne. Très bon indicateur, c'est un des cas de figure qu'on peut rencontrer en lubrification. Bon intervalle de relubrification. J'arrive au moment où mon roulement avait besoin de graisse. Et à la limite, j'essaye de diminuer un tout petit peu l'intervalle pour éviter d'avoir ceci. Ce que vous voyez là, en fait, c'est le film d'huile ou de graisse qui est rompu, et donc mes éléments roulants viennent de temps à autre rentrer en contact. Ce qui va commencer à créer de la fatigue sur le roulement et à terme va le casser. Et puis on voit que mon roulement ronronne après. Ouais, c'est fait en... Ouais, on a les deux, on a l'écoute et on a la mesure. Et surtout, on suit ce que dit l'appareil, parce que l'écoute, si vous voulez, et la perception humaine, c'est très subjectif. Vous allez peut-être interpréter des choses et quelqu'un d'autre interprétera ça différemment. Donc c'est important d'avoir cette approche intuitive, mais également d'ajouter la mesure et de laisser l'appareil faire son boulot, parce que l'appareil, il est répétitif, lui. Mhm. Mhm. Ouais. En fait, on fait l'inverse. On ne graisse pas une machine qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fonction de la taille du roulement, il va pouvoir accepter plus ou moins de graisse. Donc on part d'abord de là. Ouais. Oui. Ça, il n'y a pas de souci. En fait, on part toujours, même si vous partez de zéro, vous savez, vous connaissez quand même vos machines. Vous connaissez le... Hmm. Vous avez bien une GMAO? Non? Oublions la GMAO. Vous avez bien un document qui reprend le type de machine que vous avez, les puissances. Vous savez quand même les... Alors, si vous avez rien, vous avez une approche empirique et vous faites plutôt du son et vous faites du live comme ceci. Hein, voilà. Là, j'ai rien. Je ne sais même pas vous dire c'est quel type de roulement. Je ne sais même pas vous dire la vitesse. Je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mis mon capteur, j'ai graissé et l'action de la graisse, ça fait diminuer la friction. Alors, j'ai donné un coup de pompe à graisse. Si je me dis, mais est-ce que j'aurais pu en donner un deuxième? J'en fous un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment? Je vais rentrer dans une phase de surgraissage. Et qui dit surgraissage dit réélévation de la friction, réélévation du niveau ultrasonore. J'arrête. Quand je surgraisse un roulement, j'augmente sa friction et à terme, j'augmenterai aussi sa température. Donc en fait, soit vous faites du live comme ça, c'est une approche empirique et intuitive, mais parfois c'est toujours mieux que rien. Soit vous avez une approche un petit peu plus documentée, et alors là on fait l'inverse. On dit le type de machine qu'on doit graisser, il y a des formules qui existent pour calculer des quantités de graisse, et on va venir confirmer ou non
cette quantité avec la valeur de friction, si vous voulez. Ça, c'est juste après. Faut parler dans le micro, sorry. Oui, l'ultrason sensible au frottement. La vibration, c'est une vibration mécanique. Alors, le meilleur conseil que je puisse vous donner, si vous êtes intéressé par la lubrification et l'optimisation, ne faites jamais du suivi de lubrification en vibration. Si votre machine vibre parce qu'il y a un problème de graissage, c'est grave. Hein. C'est pas une technologie, c'est comme si vous faisiez du suivi de graissage avec de la température. Si votre température augmente à cause d'un problème de graissage, c'est que le problème il est très très grave. Par contre, en ultrason, vous voyez, c'est beaucoup plus réactif, c'est très sensible. Donc il vaut mieux faire du suivi de graissage en ultrason. Sur vos capteurs de vibration, vous ne verrez rien. Ou du moins vous le verrez quand c'est irrémédiable. Oui. Et puis après, vous avez une élévation de la vibration qui vous dit que c'est à cause du graissage. Qui vous dit que c'est pas, comme vous disiez, un balourd. Ouais. 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 On va dire ça. Graissage. Donc lui, c'est un signal de faible énergie. Une vibration, c'est un signal de forte énergie. Hein. Ça va faire vibrer toute la machine et le capteur sera excité de la même manière partout. C'est pour ça qu'on fait l'analyse, hein, pour dissocier vraiment le tout. En ultrason, c'est un peu comme un stéthoscope. Si je ne suis pas proche de l'organe que je veux contrôler, ben je ne peux pas mesurer, je ne peux pas voir ce qui se passe. Si je me mets sur le capot de mon moteur, j'entendrai le bruit du capot, mais pas du roulement. Il faut vraiment que je sois lié à la carcasse. Donc c'est une approche un petit peu différente. Je ne sais pas si vous comprenez. Non ? Mhm. C'est pas mal. Mais ça marche certainement. Hein. Mais comme je vous disais, si vous arrivez à avoir des problèmes de lubrification avec la vibration, ça veut dire que le problème est déjà assez avancé. Parce qu'avant de générer une vibration, rappelez-vous, la toute première celle avec la courbe, ça génère d'abord un signal ultrasonore. Vous voyez ? Causé par le problème de graissage, causé par du frottement. Donc c'est bien, hein, je préfère que vous graissiez avec la vibration plutôt que sur une base périodique, bête, entre guillemets. Mais attention, la technologie, c'est peut-être pas la plus adaptée. Il y en a. Je vois le collègue dans le fond qui n'est pas content parce qu'on ne parle pas dans le micro. Pas de souci. Bon, ça, c'est un signal dynamique. C'est une acquisition du signal sur 10 secondes pendant lequel je graisse. Ici, c'est une représentation sur une courbe de tendance entre chaque coup de pompe à graisse, dans le cas d'un graissage réussi avec une bonne intervalle de lubrification. Mesure avant graissage, je donne un ou plusieurs coups de graisse, ma valeur diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue, et hop, là, ça remonte un petit peu. J'arrête. Autre cas de figure, c'est celui-ci. On va l'écouter, mais c'est plus difficile à entendre à l'oreille. C'est pour ça que je dis l'oreille, c'est bien, il ne faut pas se fier qu'à ça. Et vous entendez ici, c'est la friction qui progressivement augmente, parce que je viens surcharger mon palier. Je viens le mettre en pression, et si vous repassez dans 1 heure, il y aura même la température qui va monter. Donc ça, c'est pas bon. Alors, à l'oreille, on l'entend, et on arrête tout de suite. On ne surgraisse pas un roulement. Si j'utilise un appareil comme ça, il y a un algorithme automatique à l'intérieur qui va directement stopper.
C'est-à-dire que tu l'entends ou pas à l'oreille, moi je l'observe avec les mesures. C'est un appareil qui prend 8000 mesures par seconde, donc il détecte beaucoup plus de phénomènes que ce que le cerveau ou l'oreille peut percevoir. Et là, il arrête tout de suite. Et donc le scénario pourrait ressembler à ça. J'ai ma mesure initiale, je graisse, peut-être qu'il se passe quelque chose, peut-être pas, et puis ça monte, ça monte, ça monte. Pas bon. Autre cas de figure, roulement avant graissage et roulement après graissage. Et je l'écoute. Qu'est-ce qu'on entend? Des impacts successifs. Pourquoi? Parce que avant graissage, j'avais deux problèmes. Un problème de sous-graissage, donc j'avais déjà des impacts. Et après avoir graissé, en fait, je mets en évidence le problème de mon roulement. Ça fait du choc. Ce type de choc, vous ne le voyez pas encore en vibration. C'est avant. Après, il va se dégrader et à la longue, on va commencer à avoir de la vibration sur la machine. Alors, quand je graisse ce type de roulement, j'ai un comportement plutôt comme ceci. À savoir, valeur initiale, je graisse et puis instantanément, ça remonte. Comme ça, c'est toujours après avoir graissé, les valeurs remontent progressivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je viens colmater avec la graisse le défaut du roulement. Avec la force centrifuge, la graisse est chassée sur les côtés. Donc, je diminue la friction, mais elle remonte toujours comme ça. C'est pas très stable. Et ça, de nouveau, on l'entend à l'oreille. Mais si on utilise ce type d'appareil, l'algorithme reconnaît que le signal n'est pas stable pendant le graissage et va directement envoyer un message suspicion de roulement défectueux. C'est aussi pour cette raison que j'aime beaucoup cet appareil, parce qu'on peut le donner à des graisseurs qui n'ont peut-être pas toutes les connaissances pour faire du graissage, mais en faisant du graissage assisté en ultrasons, il remonte aussi beaucoup d'informations à la cellule fiabilité. Et donc ça permet progressivement de venir regreffer le graisseur dans la cellule fiabilité. Ça ne sert à rien de faire des mesures vibratoires si le graisseur n'est pas au courant de ce qui se passe. Et peut-être qu'en faisant de la mesure vibratoire, tout ce qu'on observe, c'est les dégâts du graisseur. Donc c'est très important de l'avoir dans la cellule fiabilité. Et puis le graisseur, c'est le seul gars qui, dans l'usine, voit toutes les machines, de 1, et qui a une réelle interaction avec. C'est le seul qui peut changer l'état de la machine. Donc il faut vraiment, vraiment le choyer, le graisseur. Autre cas de figure, et le dernier, c'est voilà, je graisse en direct, et qu'est-ce qu'on voit? Il se passe absolument rien. Et ça, c'est très problématique aussi. Imaginons, on met une nouvelle machine en service avec une ligne de graissage, on oublie de la remplir. Alors le graisseur, il fait son boulot, mais il ne graisse pas la machine, il remplit la ligne. Et ça peut parfois durer plusieurs mois. Et donc, quand on graisse un roulement, il doit toujours y avoir un changement d'état. S'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un souci. La graisse ne touche pas le roulement. Il faut creuser. Et ça ressemble à ça. Je graisse et il ne se passe rien. La solution, elle est là. J'ai mon capteur sur le graisseur. Mon appareil est sur la pompe. Et je suis simplement ce qu'il y a à l'écran. Alors, chez SDT, on a des gens très intelligents, beaucoup plus intelligents que moi. Et avant, on passait beaucoup de temps de formation. Ah, mais tu sais, quand tu graisses, si les valeurs diminuent, c'est que c'est bon. Si tu continues et que ça remonte, il faut que tu arrêtes, etc. Donc c'était bien, les gens aimaient bien, mais malheureusement, c'est très compliqué de pouvoir former tout le monde. Donc là, on s'est dit ici, on va essayer de modéliser en fait toutes ces formations, toutes ces interprétations de mesures, et on les modélise comment? Sous forme d'un algorithme qui fait du machine learning. Entre chaque coup de pompe à graisse, on regarde un petit peu comment les choses se passent. Et tout ça, on le met dans l'appareil directement. Comme ça, le graisseur, il n'a pas de questions à se poser, ça diminue, ça monte. Non, l'appareil le fait pour lui, il lui dit. Mais le graisseur garde quand même l'écoute, parce que ça, il aime bien. Alors, la méthodologie qu'on propose avec cette approche, c'est tout d'abord de créer un point de mesure. Il faut savoir ce qu'on graisse. Parce qu'on ne graisse pas un petit roulement ou un gros roulement de la même manière. Les quantités peuvent changer, la qualité de la graisse peut changer, etc. Donc c'est très difficile de graisser une machine sans même savoir quel type d'élément roulant il y a dedans. Ça, c'est le tout début. Une fois qu'on crée ces points de graissage, on crée un ordre de travail. Cet ordre de travail, je le mets dans mon appareil et puis je suis ma route. Troisièmement, j'identifie mon point de graissage, je mets mon capteur, je prends ma première mesure initiale, je veux savoir dans quel état est mon roulement avant de faire quoi que ce soit, et puis je vais faire un appoint en graisse. Cet appoint en graisse, c'est quoi? Si on a un roulement, je ne sais pas, SKF 6006 qui demande, je ne sais pas, 2 grammes de graisse, on ne va pas mettre les 2 grammes tout de suite. On va d'abord mettre 1 gramme et on verra ce qui se passe. Et puis si le roulement réagit bien, on en remet un, etc. Cette partie-là, elle est observée par l'algorithme de l'appareil, donc c'est lui qui va voir un peu comment le roulement réagit à la graisse.
soit on continue de graisser, soit on arrête. Finalement, une fois que le graisseur a fini sa tournée, on rapatrie tout dans le logiciel. Là, on va avoir le feedback de ce qui s'est passé avec les quantités, et il va aussi nous donner des niveaux d'alarme peut-être. Suspicion de roulement défectueux, ça serait bien d'aller faire une analyse vibratoire. On se rend compte qu'il y a un roulement qui réagit à la graisse, mais dans lequel il y a du choc. Donc là, c'est pas bon. Et c'est exactement ce qui se passe. J'arrive sur mon point de graissage, on me dit voilà, Mobilux P10, tu utilises la pompe à graisse automatique, et sur ce point de graissage, ce sera 53 grammes de graisse. Si c'est une pompe automatique, ben, je peux avoir les informations en grammes, ou 43 coups. Pourquoi? Parce que cette pompe-là, quand on graisse, elle injecte 1 gramme de graisse. Et quand tu es prêt, tu démarres. Il démarre son graissage et puis il dit voilà, le premier rapport, on ne va pas mettre les 53 grammes tout de suite, parce que peut-être qu'on va flinguer le roulement directement, donc on va y aller crescendo. Et donc la première étape commence déjà par mettre 7 coups. Je fais 7 coups, j'appuie sur Enter, l'appareil vérifie si la manière dont la friction a évolué, et en fonction de ça, il va lui dire c'est un graissage réussi, tu peux en remettre ou tu arrêtes. Alors, cet algo machine learning permet de reconnaître une lubrification réussie, ma friction a diminué. Un défaut de lubrification, il ne s'est rien passé, j'ai graissé, les valeurs n'ont pas du tout réagi. Surgraissage, j'ai graissé, mes valeurs se sont envolées, donc c'est pas bon, il faudrait bien augmenter l'intervalle de graissage. Mauvais intervalle de graissage, si je calcule qu'il faut mettre 53 grammes de graisse et que j'en mets 70, c'est qu'il y a un souci. C'est-à-dire que je ne le visite pas assez souvent, donc il faudrait diminuer l'intervalle. Et ici, finalement, des roulements potentiellement défectueux, donc des roulements qu'on graisse dans lesquels il y a du choc. Pas bon. Le graisseur, à la fin de chaque graissage, reçoit ce type de message qui est consigné. Ta mesure avant que tu graisses, quand tu l'as eu terminée, j'ai fait diminuer la friction, magnifique, c'est réussi. On passe au suivant. Cette info, de nouveau, sera rapatriée après dans le soft. Le soft, il est ici. Ben voilà, j'ai en haut à gauche mes points de graissage. J'ai ici les informations qui me disent, voilà, mesure avant graissage, après graissage. La conclusion du graissage. Ça, c'est important aussi, ce sont des indices de performance sur point de graissage. Si 100% du temps, imaginons je fais 10 graissages sur un point de graissage, et 100% du temps j'ai un surgraissage, bon, il faudrait peut-être augmenter l'intervalle. Et je retrouve ici mes quantités, etc. Là, ça je passe, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc ici, c'est voir les dernières valeurs de graissage sur un point de mesure. Ici, c'est des courbes de tendance. C'est toujours intéressant de voir comment ça se comporte dans le temps. Ici, c'est une courbe de tendance qui va compiler en fait toutes les mesures avant graissage et toutes les mesures après graissage. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et ici, c'est une représentation visuelle plutôt pour un manager qui dit bon, moi, je m'en fous d'interpréter les mesures. Je veux savoir si on est plus ou moins bien ou pas. C'est pour prendre la température rapidement. Et dans ce cas-ci, on voit que 50% du temps, quand j'ai graissé, j'ai eu des suspicions de roulement défectueux. Donc, il faudrait peut-être aller faire une analyse vibratoire, aller gratter un petit peu plus loin. Et 50% du temps, je mettais plus de graisse que ce qu'il avait réellement besoin. Donc là, il faudrait peut-être revoir un peu la stratégie. Alors c'est bien beau tout ça, mais vous dites, bon, concrètement, ça se traduit comment sur du long terme ça? Qu'est-ce que je peux en retirer si je travaille un petit peu sur la stratégie de graissage? Alors ça, c'est mon meilleur exemple. C'est une société canadienne qui fabriquait des clopes. Énorme problème de casse de machine, un parc machine de 1000 machines et beaucoup de défaillances de roulement dues au surgraissage. Donc en ouvrant les moteurs, la plupart du temps, il y avait de la graisse dans le stator. Voilà, la terrible image que je vous ai montrée vient de là en fait. Sur les 1000 moteurs, 600 avaient des roulements lubrifiés à vie, donc tant mieux, on s'en occupe pas. Mais 400 moteurs, donc ça fait 800 points de graissage, eux avaient un appoint manuel. Et c'est sur ceux-là qu'on a travaillé. Donc on a d'abord commencé le boulot en créant les points de graissage, et puis on a fait cette approche du graissage de manière conditionnelle. La première année, ils avaient 150 casse-moteurs par an, ce qui n'est pas terrible en statistique. Deuxième année, on descend à 25, troisième 8, et puis finalement 10. Donc on voit ici qu'on commence à se stabiliser. Ça permet de rationaliser l'approche du graissage. Économie de graisse, c'est 90%.
C'est à peine croyable. Et on peut dire ici, l'effet très bénéfique qu'on a retenu, surtout, c'était le niveau de stress dans la maintenance, diminution des astreintes le week-end, etc. Donc les gens étaient un petit peu plus relax. Alors tout ça, c'est bien beau, mais il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que la culture bouffe de la stratégie au petit déjeuner. Donc on a beau avoir les meilleurs plans du monde, les meilleurs outils, si les gens qui sont supposés appliquer cette stratégie et utiliser l'outil ne sont pas formés eux-mêmes, qui ne comprennent pas l'enjeu, par exemple, de la lubrification, ça ne sert à rien. Il vaut même mieux rien faire. Donc c'est vraiment très important d'avoir déjà une bonne culture au niveau maintenance, que tout le monde soit d'accord sur les plans et la stratégie qu'on va mettre et que chacun comprenne ce qu'on attend de lui. Ça, c'est super, super important. Pour ce faire, vous avez SDT Academy, SDT Training, des webinaires live avec pas des coachs, des formateurs. Vous pouvez causer avec eux, c'est tous les lundis à 16 h. Et puis voilà. Présentation terminée. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas comme ça. Ah, Olivier, une question. Au niveau du coût de la mise en œuvre, tout ça, Oui. combien ça coûte à peu près? J'imagine Ouais. que ça varie selon les besoins, mais Alors, les coûts, enfin, si on parle... de coût et de ROI, évidemment. Oui, d'accord. Alors, en termes de solutions, ça dépend un petit peu la stratégie qu'on va mettre en place. Si on veut avoir une approche premier niveau un petit peu empirique basée sur l'écoute et un peu le ressenti du graisseur, bon, on a des appareils d'entrée de gamme à 1 600 €. Si on veut une approche un petit peu plus structurée, comme je vous l'ai montré, avec un logiciel qui permet de consigner tout ce qui se passe sur le terrain, les quantités, etc., d'avoir un suivi un peu plus rigoureux, on a une solution comme ça à 5 000 €. Le ROI est énorme. Si on parle ne serait-ce qu'en diminution de consommation de graisse, comme je vous l'ai montré dans mon exemple, on est entre 60 et 90% d'économie de graisse à l'année. C'est un coût non négligeable. Sans parler des effets à long terme, qui est l'augmentation du niveau de santé des machines. Si on graisse correctement les machines, il y a moins de défaillances. Et on évite des casses aussi qui peuvent coûter très cher Absolument. par ailleurs. Absolument. Dans la mise en œuvre, la complexité de mise en œuvre, ça se fait. Il y a une Euh, formation Oui, évidemment, il faut qui est longue. accompagner parce qu'ici, on est vraiment dans une démarche de changement de culture. On graisse des roulements depuis la nuit des temps. Par contre, ce qui est très important, c'est d'expliquer aux gens pourquoi, quand on te dit de mettre 10 coups, il ne faut pas en mettre 12. Et donc, il y a toute cette opération de changement de culture qui peut parfois être compliquée. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que en donnant accès à des technologies comme ça, à des graisseurs, ça leur permet aussi de s'élever un petit peu dans la société, de faire valoir leur boulot. Et finalement, ils aiment beaucoup l'exercice. Ça les, pas dire que ça les glorifie, mais ça les met un petit peu en exergue. Très bien.